Salut chers développeurs, j'espère que vous allez bien. Dans l'épisode précédent, on avait vu comment implémenter l'authentification avec Firebase pour être à mesure de se connecter soit avec un email sans mot de passe ou soit avec un compte Google. Alors, ce qui nous a facilité d'implémenter ça avec toute facilité, c'était Firebase qui nous a donné les fournisseurs d'authentification avec Google ou avec un email. Alors, dans ce nouvel épisode, on va voir comment faire la gestion des projets. Donc, être à mesure d'ajouter un nouveau projet, être à mesure de les modifier ou soit de les supprimer. Et dans le cadre de notre gestion des projets avec Angular, nous travaillons ici sur cette tâche, la gestion des projets dans Firestore. Et donc, à la fin de ces modules, vous serez capable d'ajouter, modifier, supprimer un document dans Firestore ou soit interroger la base de données Firestore de Firebase à travers votre application Angular. Alors, commençons. Alors, commençons par implémenter les UI, ces UI ici, ces titres et ces boutons pour nous faciliter l'ajout d'un projet. Je vais fermer tout ceci et aller sur les composants ici à Home. Donc, c'est sur quoi on implémente ici les menus projets, les menus contributeurs. Ici, c'est Home Component. Donc, on est sur Home Component, la partie ici Project. Donc, sur Project Component, c'est là où on va prendre ici les codes base de la partie application. Page, on est sur Project Component. OK? Et si Project Component, sur la partie template, je vais tout copier ici. Donc, je vais copier pour être à mesure d'afficher ces titres et ces boutons. Donc, je vais revenir retirer ici ces paragraphes et là, je vais alors coller ici ces bouts de code. Alors, pour ces composants ici, c'est ces composants qui nous affichent la liste des projets. Alors, il faut créer ces composants. Donc, je vais ouvrir le dossier ici Project avec le terminal et là, je vais générer ici ng generate component, le composant appelé project list. Alors, je vais faire entrée et là mon composant a été créé. Alors comme mon composant a été généré ici, je peux alors l'importer. Je dois importer ce composant ici. Et alors pour utiliser ici les boutons, il faut aussi importer ici Math Button. Donc les boutons ici Math Button module. Et là, pour ces fonctions ici, je vais prendre ces fonctions, copier ça et venir justement ici sur la partie logique et implémenter cette fonction. Alors, si on a enregistré les modifications, on doit être capable ici de visualiser les titres. OK, ces titres ici et ces boutons. Et là, on affichera la liste ici des projets. Alors, quand on cliquera ici ces boutons, je vais implémenter une boîte de dialogue sur quoi je vais être capable d'ajouter un nouveau projet. Et pour ce faire, je vais utiliser le composant ici dialogue pour être à mesure d'implémenter ici une boîte de dialogue. Donc, je vais importer ceci, je vais copier ça et venir ici dans mon application. Là, je dois renseigner ici ces composants sur la liste des imports. Alors, quand on cliquera ici sur un nouveau projet, alors, quand cette fonction sera déclenchée, je vais afficher une boîte de dialogue. Et pour afficher une boîte de dialogue, je dois générer un nouveau composant qui sera affiché. Donc, je vais faire ng. Et le nom de ce composant, je vais dire ici set project. Pourquoi? Parce que ce composant, ça sera utilisé pour ajouter un projet. Et ce même composant sera ajouté pour modifier ces projets. Alors, les noms qu'on utilise pour l'aider, pour ne pas utiliser ici add et edit au même temps, on utilise ici set project. Donc, je vais faire inline template. Je vais faire inline template. Oups, inline template fails. Fails pour générer aussi les fichiers HTML séparés. Alors, une fois fait, j'ai ici les composants, ici set project. Et alors, dans cette fonction, je vais alors injecter ici le service dialog. Donc, ça sera inject math ici dialog. OK. Quand je vais injecter ici ce service ici et importer ici inject, alors dans ma fonction, je vais prendre ici ma boîte de dialogue
Et sur ma boîte de dialogue, je vais faire intervenir ici Open pour ouvrir ma boîte de dialogue et les composants ici qui sera spécifié ici dans cette boîte de dialogue, ça sera les composants set project component. Alors, il y a les seconds paramètres qu'il faut passer ici sur Open. Les seconds paramètres ici, c'est pour définir si on cliquait en dehors de cette boîte de dialogue que ça ne puisse pas se fermer. Et ça nous permet aussi de définir la largeur de cette boîte de dialogue. Et pour ça, on peut appeler la propriété width et on précise la largeur de notre boîte de dialogue de 35 rem. Alors, quand on enregistre, on verra ici sur notre application. Donc, on attend que ça charge. Notre boîte de dialogue ici aura une largeur de 35 rem, mais dis-moi si on cliquait en dehors de notre boîte et ça se ferme. Alors, pour changer cela, je vais implémenter la propriété ici disable close et je vais donner ici la valeur true pour dire ici que notre boîte de dialogue ne puisse pas se fermer si on cliquait en dehors de cette boîte de dialogue. Là, vous voyez, ça ne se ferme plus. Alors, implémentons les éléments pour notre boîte de dialogue. Donc, on doit implémenter ces éléments ici sur set project. Et pour ce faire, les éléments qu'on aura à implémenter, ça sera notre formulaire qui aura un input ici titre, il aura ici la description et il aura cette section ici pour ajouter les emails des contributeurs. Donc, on peut ajouter ici plusieurs contributeurs jusqu'à au moins 5 contributeurs. Et pour être à mesure d'ajouter ces contrôles ici dynamiques, il doit nous falloir implémenter un formulaire réactif. Alors, de ce fait, il faut commencer par définir ces formulaires-là et puis importer aussi les formes builder pour la composition de notre formulaire. Et là, je vais importer tout ceci et ajouter cette fonction ici pour les contrôles des formulaires pour contributeurs. Et là, pour utiliser notre formulaire réactif et tout ceci, il doit nous falloir importer les reactive form modules. Donc, il faut importer ici le Reactive Form Module. Donc, notre formulaire aura ce champ ici, title, qui sera requis. Donc, le titre qui sera obligatoire et la description aussi. Enfin, on aura un tableau de contributeurs et pour nos contrôleurs dynamiques sur quoi on passera cette fonction qui prendra la valeur de l'email des contributeurs lors de la modification d'un projet. Donc, cette fonction ici va retourner un contrôleur avec la valeur de l'email des contributeurs si cela existe. Et si cela n'existe pas, on l'initialise par une valeur vide. Et par la suite, on va ajouter ces validateurs ici email pour que la valeur enseignée soit au format email. Et ce contrôleur ici sera optionnel car un projet peut ou ne pas avoir un contributeur. Et si un contributeur existe, il faut renseigner la valeur de ces champs au format email. Alors, c'est tout ce qui concerne la définition ici de nos contrôleurs pour notre formulaire. Alors, pour implémenter les UI, je vais importer d'abord ici les Math Module Dialog parce que les UI de notre formulaire sera imbriqué dans la boîte de dialogue. Et ici, lorsqu'on a ouvert ici la boîte de dialogue, on a injecté le service Math Dialog, d'où on n'a pas besoin ici. On n'avait pas besoin de Math Module ici pour ouvrir la boîte de dialogue. Donc, je vais enregistrer et vous allez voir, on sera capable toujours d'ouvrir une boîte de dialogue. Pas vraiment besoin d'importer Math Module. C'est ici qu'on a besoin d'importer ici les Math Dialog Module pour commencer à constituer les éléments de notre boîte de dialogue. Alors, commençons par définir les titres de notre boîte de dialogue avec HD. Et le titre sera ici nouveau projet. Donc, nouveau projet. Et là, on va enregistrer. Et ce que vous allez voir ici, on a les titres, mais le titre n'est pas bien aligné dans ma boîte de dialogue comme ce titre ici. Et pour bien aligner notre titre, on va ajouter la directive ici, Math Dialog Title. Ça nous vient depuis notre module ici qu'on a importé. Et là, notre titre sera bien aligné dans notre boîte de dialogue sans ajouter des styles CSS. Donc, après les titres, on aura les diviseurs ici. Donc, il faut importer ces diviseurs. Et pour cela, je vais venir ici la liste d'import et importer Math Divide. Donc, les modules Math Divide. Et après cela, on va implémenter les
contenus de notre boîte de dialogue. Alors que les éléments de notre formulaire seront dans les contenus de notre boîte de dialogue. Et pour ça, on doit implémenter ici la balise Math Dialog Content. Et c'est dans cette balise qu'on va alors importer la balise formulaire. Et la balise formulaire, on va lier ici notre formulaire au formulaire qu'on a déclaré. Donc les project form, et la liaison va se faire par la propriété comme ça. Et implémentons alors les contrôles des formulaires de notre boîte de dialogue. Alors pour les titres que je vais coller ici, c'est form feed. Les form feed ici, il faut importer ça dans la liste des imports. Donc on va faire math form feed module. Donc c'est celui-ci. Et il faut aussi importer math input module. Et seulement avec ceci, les champs titres de notre formulaire sera bel et bien implémenté. Là, on a l'étiquette de notre champ. Là, on indique ici que le caractère maximal sera 50 caractères que l'utilisateur aura à renseigner pour cette entrée. Donc, on recevra juste 50 caractères pour cet input. Là, on a les place order. On a ici les formes control name. Ici, la balise math hint, c'est ce qui nous affiche combien de caractères renseignés par rapport au caractère maximal qui doit être fourni. Et on a ici les math error pour nous afficher l'erreur émise par les validateurs qu'on a appliqué. Donc après les titres, on aura la description. Donc là, on a notre form feed, on a l'étiquette ici description, mais ici, on a utilisé le test area au lieu d'input pour permettre la saisie sur plusieurs lignes. Et ce test area recevra jusqu'à 500 caractères et on l'indiquera avec mathint. Et là, on va afficher le message d'erreur et enregistrant. Allons observer les modifications. Là, on a bien implémenté nos inputs. Du moins, ce qui reste, c'est la mise en forme. Alors, je vais récupérer ici les math form feed et ajouter cela ici sur comme style global parce que j'aurai à utiliser ça pour d'autres inputs. Là, on vient d'ajouter une largeur de 100%, une marge inférieure de 1 rem. Et quand on va enregistrer, voilà, on a appliqué la mise en forme pour nos inputs. Alors après la description, on a cette ligne ici et puis cette section avec les contrôleurs dynamiques pour contributeurs. Donc je vais ajouter ces math divad pour cette ligne et ajouter aussi ces div pour la section des contributeurs. Donc ces div ici, on aura ces divs ici pour notre tableau ici des contributeurs. On aura ici H4 pour les titres. Et cette variable est pour stocker ici la liste des contrôles des contributeurs. Après quoi, on peut parcourir alors cette liste pour afficher chaque contrôleur. Donc, les contrôleurs email. Et après quoi, on va afficher les messages d'erreur émis par les valeurs renseignées dans nos formats email. Et par cette condition, on va vérifier si l'index est différent des 0 pour afficher les boutons pour retirer ici un contrôleur. Donc, ce bouton ne sera qu'affiché quand l'index est différent de 0. Et ici, on va devoir importer Math Button Module pour travailler avec les boutons, Math Button Module. Et pour les icônes aussi, on va importer Math Icon Module. Alors, et pour ces fonctions ici, pour retirer les contrôleurs ou ajouter des contrôleurs, alors je vais coller ces deux fonctions ici. La fonction ici, c'est pour ajouter des contrôleurs et celle-ci, c'est pour retirer les contrôleurs. Alors, sur la partie template, il y a cette fonction ici qui compte le nombre de contrôleurs ajoutés. Et si le nombre de contrôleurs ajoutés est inférieur à 5, alors ce bouton ici sera visible. Donc, on ne peut qu'ajouter jusqu'à 5 contrôleurs parce que bon, l'index du tableau commence par 0. Et cette fonction ici, c'est pour vérifier que l'index est différent de 0 pour afficher alors les boutons qui vont nous permettre de retirer un contrôleur sur notre liste, donc notre liste de contrôleurs. Donc, enregistrons les modifications et allons sur notre application. Et là, on peut voir ici, on a la section ici contributeur. On peut ajouter des contrôles, mais du moins, il faut faire ici la mise en forme.
Et pour ça, je vais sur la partie stylisation, ajouter ici cette classe. Alors, la classe ici, contribute à forme, c'est pour sélectionner notre formulaire dynamique et on fait ici les display flex pour la mise en forme horizontale et sur quoi on prend chaque contrôleur de notre formulaire, donc les math form field ici, on donne ici flex D pour essayer de donner à notre contrôle de formulaire une grande largeur ou un grand espace que c'est des boutons retirés. Et alors, si on enregistre les modifications, on peut alors voir ici, on ajoute les contrôleurs, on voit les contrôleurs affichés côte à côte avec les boutons retirés. Et vu que l'action retirée ici, c'est une action irréversible, donc une bonne pratique serait d'afficher une couleur d'alerte, ici une couleur un peu rouge pour ici ces boutons. Alors, vu qu'on va l'utiliser plusieurs fois dans notre application, donc je vais mettre ici cette classe ici, alerte HN, et il faut l'ajouter ici sur votre bouton. Donc, il faut ajouter cette classe ici. Alors, quand je vais enregistrer, on va voir que la couleur a été bel et bien implémentée. Et même la fonctionnalité ajoutée ici, contributeur, c'est bel et bien implémenté. On ne peut qu'ajouter jusqu'à 5 contributeurs et on ne peut pas retirer ici les premiers contrôleurs. Il ne reste alors qu'à implémenter cette section ici pour les actions de notre boîte de dialogue. Donc, on va afficher ici cette ligne ici, les diviseurs, et après quoi, on va déclarer cette section ici, Math Dialog Actions, parce que remarquez ici, même si le contenu de la section Math Dialog Content déborde, la section ici, Title et celle des actions resteront non défilables. C'est ça vraiment l'avantage à bien implémenter les différentes sessions de la boîte de dialogue. Et aussi ici, j'ai défini la variable ici user parce qu'on aura besoin des données de l'utilisateur couramment connecté pour passer ça en paramètre pour cette fonction ici onSubmit lorsqu'on va soumettre notre formulaire. Et pour ça, il va nous falloir venir injecter les services d'authentification. Donc, je vais faire auth qui sera égal à inject auth service. Donc, et ça, je vais déclarer alors la variable user. Donc, c'est un observable et qui va prendre depuis notre service auth les données de l'utilisateur. Et là, il ne nous reste qu'à importer aussi async pipe, donc les pipes async. OK. Et quoi d'autre? Et définir cette fonction aussi. Donc, je vais venir à la mettre justement ici et ouvrir mes accolades. Le type de user, ça sera ici user depuis Firebase Auth. Donc, ça se dit quoi? C'est dit que le type doit être user ou nil. Donc, je vais seulement copier ceci et venir justement copier ça là-bas. Donc, on aura user ou nil. Et là, je vais enregistrer les modifications. Et remarquez pour notre boîte de dialogue, si j'ai cliqué ici sur le bouton annuler, on ferme directement la boîte de dialogue. Vous savez pourquoi? Parce que ici, sur le bouton annuler, on a implémenté la directive ici Math Dialog Closed qui ferme directement notre boîte de dialogue, mais ce n'est pas pareil pour les boutons enregistrés. Ici, sur l'action ici de soumission de notre formulaire, sur les boutons enregistrés, je vais ajouter cette condition pour vérifier si notre formulaire est invalide. Si notre formulaire est invalide, alors on va marquer tous les contrôles de notre formulaire comme touché pour être à mesure d'afficher les messages d'erreur sur les différents contrôleurs de notre formulaire si l'utilisateur tentait de soumettre le formulaire sans que le formulaire soit valide. On peut aussi ajouter la directive ici Math Close pour être à mesure de fermer notre boîte de dialogue quand on clique sur le bouton enregistrer. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons fermer notre boîte de dialogue programmatiquement. Donc, je vais enlever ça ici. Et là, je vais injecter les services Math Dialog. Donc, je ferai ici Dialog. Oups, c'est Dialog. Et là, je vais injecter les services Math Dialog. OK. Et après quoi, si notre fonction ici, je peux
faire appel ici à mon service ici Dialog, sur quoi y est attachée la méthode close all. Et cette méthode ici va nous permettre de fermer la boîte de dialogue après qu'on ait effectué notre logique lors de la soumission de notre formulaire. Alors pour être à mesure de sauvegarder les données collectées depuis ces formulaires dans la base de données Firestore, on doit devoir créer un service. Donc je vais ouvrir ce dossier avec le terminal intégré et générer un service appelé Firestore. Donc le service est une fois créé. Donc je vais me rendre dans mon service. Alors, la première des choses, on va déclarer ici une collection sur quoi on va stocker les données collectées de notre formulaire comme un document. Alors, si vous voulez en savoir plus sur comment est-ce que la base de données Firestore fonctionne, je vous mets le lien dans la barre de description pour en savoir plus. Mais tout d'abord, déclarons notre collection de projets. Donc, je vais déclarer une variable appelée project call sur quoi je vais alors affecter les noms de notre collection. Donc, projects pour la collection des projets. Et pour ajouter un projet dans notre collection, il va nous falloir écrire une fonction. Donc, on va implémenter la fonction appelée add project et en paramètre des fonctions, il faut passer le projet qu'on veut ajouter. Donc, il faut déclarer une interface pour ces projets. Donc, là, je vais ajouter ici l'interface appelée project.model.ts. Et là, je vais ajouter mon interface ici project, sur quoi je vais ajouter ici le type générique pour ces deux propriétés ici created date et updated date pour savoir la date à laquelle ce projet a été créé et la date à laquelle ce projet a été modifié. Alors pour ça, on va pas utiliser la date de l'appareil de l'utilisateur, plutôt on va utiliser la date nous fournie par les serveurs Firebase. Alors quand on va soumettre à ces projets, on va soumettre les données avec le type field value et le serveur va nous retourner la date en type timestamp. Alors pour jouer avec ces deux types de valeurs, on va utiliser des types alors génériques. C'est pourquoi on met ici ces types génériques. Donc, on va voir ça, comment est-ce que ça fonctionne en pratique. Mais du reste, on aura besoin ici de l'id en format string. Je vais retirer ceci. On ne va pas dealer avec les index des projets. On aura aussi besoin du titre des projets. Donc, le titre du projet en string. On aura besoin de la description du projet. Ça sera aussi string comme chaîne de caractères. On aura besoin ici de user ID pour savoir à qui appartient le projet. On aura aussi besoin d'une liste ici de strings pour les emails des contributeurs. Et enfin, on a ces deux propriétés pour savoir quand est-ce que le projet a été créé et quand est-ce qu'il a été modifié. Donc ça va nous permettre d'ajouter ici ces deux fonctionnalités. Alors, c'est ça pour notre interface. Alors, on peut revenir en paramètres, fournir les projets. Donc, les projets du type project. OK, les types project. Et là, on va soumettre les types avec quoi on va soumettre ces projets. Ça sera ici les feed value. Et alors, pour notre fonction, je vais coller ici ces deux fonctions pour la référence de la collection et la référence du document des projets. Alors, je vais importer ici cette fonction ici collection depuis Angular Fire et faire de même pour la fonction doc. Ici, c'est project. Donc, on prend ici l'idée du projet et là, ici, c'est les services Firestore. Donc là, on va faire ici private fs pour injecter les services Firestore depuis Firebase. Donc, je vais importer tout ceci et me rassurer que le service Firestore a été importé depuis Angular Firestore. Alors, pour être à mesure de constituer la référence pour la collection de nos projets, on a fait appel à la fonction ici collection. Donc la fonction collection ici prend au premier paramètre les services Firestore qu'on a injecté et en second paramètre il prend les noms de la collection sur quoi on veut stocker ici nos projets. Et alors le project doc reference ici c'est pour juste déterminer dans quelle collection notre document sera sauvegardé. Et alors, on peut retourner la méthode add doc pour ajouter un document de Firebase. Et là,
cette méthode prend à la référence ici de la collection. Donc, on va signaler ici la référence de la collection et on va signaler des données qu'on veut stocker ici, les données de notre projet. Et alors, pour mettre à jour ces projets ici, donc pour mettre à jour ces projets, on va écrire une autre fonction appelée ici update project. Et update project, ici, on va appeler la méthode update doc. Et cette méthode ici prend d'abord la référence des documents à mettre à jour. En second paramètre, on va passer alors les partiels de notre objet. Donc là, on va copier alors les propriétés de cet objet ici avec les 3 points, donc les spread operator. Donc on va dire projet. Là comme ça, vous voyez qu'on écrit ici des fonctions justement pour ajouter et modifier les projets. Alors Firebase nous donne une fonction setDoc pour utiliser et pour l'ajout et pour la modification. Ce projet prend à paramètre la référence du document, donc le project docref. Et là, maintenant, notre fonction, je vais l'appeler ici setProject. OK. Donc, pour les deux opérations, ça sera setProject. Alors, pour que cette fonction puisse aussi fonctionner comme updateProject, je vais renseigner si cette configuration marge_through pour me permettre à marger les données modifiées aux données déjà existantes. Donc, je n'aurai besoin seulement de cette fonction. Je vais retirer celle-ci. Alors là, je peux abréger projet par P et remplacer ici project P. Alors avec cette fonction, on va être capable d'ajouter un projet et de modifier un projet. Alors pour faire appel à cette fonction ici, lorsqu'on va soumettre notre formulaire, il faut d'abord injecter les services Firestore. Donc je vais faire fs et ici ce sera Firestore service. Et alors, avant de faire appel à cette fonction, il faut d'abord définir ici la collection pour notre projet. Et après ça, il faut définir l'idée de notre projet. Et pour ça, on va utiliser une fonction de Firestore pour créer un ID. Alors, cette fonction va ici nous générer une idée et ça fonctionne même en offline. Et ça prend en paramètre le nom de la collection. Et là, on va constituer la référence de ces documents ici à partir de cette collection. Et là, on va obtenir une idée. Alors, quand on a l'idée, on va faire appel ici à cette fonction createID et en paramètre, on va passer ici le project collection pour obtenir l'idée de notre projet. Alors, constituons alors les éléments de notre projet qu'on va soumettre à Firestore. Ça sera ici du type project avec les types ici field value. Alors, pour ça, je vais importer ici ces projets. Et la première propriété à renseigner, c'est l'idée du projet. Et la valeur de l'idée du projet, ça sera ici Project ID. Et là, on doit préciser aussi les user ID, l'utilisateur qui a soumis ce formulaire. Et là, on va prendre depuis les données de l'utilisateur connecté et on va prendre son idée. Et il faut que cette valeur ne soit pas nulle. Donc, on va mettre ici point d'exclamation. Et pour createID, pour savoir la date à laquelle ce projet a été créé, je vais utiliser la fonction ici save as timestamp pour récupérer la date du serveur. Donc, utiliser la date du serveur. Alors, on va faire de même ici pour updateID. On va l'initialiser par la même date. Et puis, on va ajouter alors d'autres propriétés de ces projets ici par les données que l'utilisateur va soumettre depuis notre formulaire ici. Donc, on va prendre ici Project Form et on va prendre ici les données de notre formulaire depuis getRowValue. Alors, puisqu'on a les données de notre projet, on peut venir alors appeler la fonction ici à setProject et on peut alors renseigner les projets qu'on veut sauvegarder dans Firestore. Pour de bonnes pratiques, il est bien de renseigner à l'utilisateur qu'une action a été effectuée comme ici. S'il enregistre, on lui dit que le projet a été modifié ou le projet a été ajouté. Et pour cela, on utilise le composant appelé ici snackbar pour afficher une notification ou un message qu'une action a été effectuée dans l'application.
Alors pour cela, je vais venir ici injecter les services comme je l'ai fait avec Dialog. Là, ça sera Snack Bar. Et là, on va injecter Math Snack. Tu vois, pourquoi VS Code est-il mais notre complétion de VS Code, je ne sais pas pourquoi ça ne me suggère pas. Je vais faire Math Snack. Ça me faut, je sais pas. Là, ce n'est pas les API ici qu'on a besoin. Plutôt, on va regarder. C'est l'import ici, Math Snack Bar que j'ai besoin. Donc, je vais copier ceci ici. Et là, je vais renseigner alors ces services ici. Alors, puisqu'on a injecté ici ces services, je peux venir, après qu'on ait enregistré ici ces projets, je vais alors définir les messages à afficher à l'utilisateur. Donc, message. Le message sera ici le projet à ajouter avec succès. Et là, je vais faire appel à mon service, Snack Bar. Je vais l'ouvrir avec la méthode Open. Je vais renseigner les messages à afficher. Et en second paramètre ici, c'est l'action. Donc ici, c'est l'action qui va porter ici, c'est Snack Bar. Pour notre cas, ça sera ici vide. On n'a pas l'action à faire, mais plutôt pour la dernière configuration, on va définir que ça va prendre ici 5 secondes, donc 5000 millisecondes. Donc, avec ceci, je crois qu'on sera capable de soumettre ou d'enregistrer un projet dans Firestore. Et avant de tester ce qu'on vient d'implémenter, retrouvez-nous sur notre projet Firebase. Sélectionnez ici le service Firestore Database et cliquez sur Create Database et cliquez sur Next. Et puis là, il faut choisir ici Start in Production Mode et créer votre base de données. Une fois la base de données créée, allez sur l'onglet Rules et changez ici des règles de sécurité. Et là, on va dire ici accepter la lecture et l'écriture à notre base de données sur la requête et authentifier. Donc, si cette requête n'est pas nulle. Et là, une fois modifiée, on va cliquer ici sur Publier. OK. Là, on va revenir sur notre base de données et ici sur notre application, avant d'ajouter un projet, je vais sauvegarder toutes les modifications et je vais venir sur mon application, attendant que ça charge. Ajoutons un projet. Donc, les titres d'un projet, bon, je vais prendre au hasard comme le projet devenir Miss Academia. Donc, Miss Academia, c'est pour promouvoir l'excellence. Donc, je vais dire promouvoir l'excellence et j'ai vidé ici mes caractères. Donc, je vais rester avec l'excellence et là, je vais seulement coller ici cette description ici. Donc, il faut décrire ici votre projet et les collaborateurs. Je vais ajouter ici un collaborateur. Donc, il faut ajouter le mail d'un collaborateur et je vais cliquer sur enregistrer. Là, on me dit le projet a été ajouté avec succès. Je vais le vérifier ici sur ma base de données. Je vais actualiser la page. Et si tout a été bien, je vais voir ici un projet. Et là, on voit ici la collection, ici Project. On a un document qui a été ajouté. On a ici la liste des contributeurs. On a la date à laquelle ce projet a été créé. On a la description du projet. On a l'idée de ce projet, les titres et d'autres champs de ces projets. Et alors, on peut maintenant récupérer ces données ici et venir les afficher pour l'utilisateur connecté. Et on ne doit que prendre dans notre base de données seuls les projets où l'utilisateur connecté est soit propriétaire ou contributeur. Et pour implémenter alors cela ici, on va se retrouver sur notre service Firestore et implémenter cette fonction. La fonction getProjects qui va
prendre en paramètre les données de l'utilisateur couramment connecté. Et la première des choses, c'est de faire la référence de notre collection projet, là où on va récupérer nos données. Et je vais importer cette fonction ici, query, pour faire une requête à notre base de données. Donc, la requête va s'effectuer sur la référence de notre collection. Je vais importer tout ceci. Alors, la fonction ici, OR, c'est la fonction qui nous vient depuis Angular Firestore, pour nous permettre alors de vérifier des ou plusieurs requêtes. Et la première requête qu'on va vérifier, on va vérifier sur le champ User ID de ce projet. Est-ce que le User ID est la même que celui de l'utilisateur couramment connecté sur l'application, pour savoir s'il est propriétaire de ce projet. Et la deuxième requête, on va vérifier si son email fait partie du tableau du contributeur, pour savoir s'il est contributeur pour ce projet. Alors, la fonction ici OrderBy nous permettra d'arranger les données récupérées de manière décroissante. Donc, que les derniers projets à être ajoutés soient les premiers à être affichés sur la liste. Et on les vérifie à partir du champ created pour savoir la date à laquelle ce projet a été créé. Et au second paramètre, on passe ici desk pour afficher alors les données récupérées d'une manière décroissante. Et vous pouvez utiliser ici la valeur ask pour afficher ça d'une manière croissante. Mais nous, on va afficher notre liste d'une manière décroissante, donc on va rester avec desk. Donc, on peut maintenant utiliser notre fonction ici sur notre projet list. Donc, la première des choses, c'est d'injecter les services Firestore et puis injecter les services d'authentification pour récupérer l'utilisateur ici couramment connecté, parce qu'on aura besoin de ces données. Alors, on doit se souscrire ici sur l'utilisateur couramment connecté. C'est pourquoi on a notre souscription ici. Et pour la liste des projets, d'abord, les timestamp ici ne doit pas être importé depuis RxJS. Donc, il faut l'importer depuis Angular Firestore. Donc, le type ici timestamp, c'est le type de date que supporte la base de données Firestore. Rappelez-vous, quand on a soumis ces projets, on a envoyé les types field value par la fonction save_timestamp pour appliquer la date du serveur Firestore, et Firestore nous renvoie la date en type timestamp. Maintenant, je crois que vous comprenez pourquoi notre projet doit avoir un type générique pour la propriété created8 et la propriété ici updated8. Car en soumettant les projets, on les soumet avec les types field value, et en récupérant les projets, on les récupère avec les types timestamp. Et ça doit être importé depuis Angular Firestore. Alors, pour me lier ici à l'utilisateur, je vais implémenter, donc implement la méthode onInit et la méthode onDestroy. Et je vais ajouter ici ces deux méthodes. Alors, quand les composants vont s'initialiser, je vais me souscrire ici à l'utilisateur pour récupérer les données de l'utilisateur couramment connecté. Et alors, pour la liste ici de mes projets, je peux faire appel à la fonction qu'on a déclarée et passer les données ici de l'utilisateur couramment connecté pour notre fonction. Et cette fonction ici va nous renvoyer un observable de type document_data, d'où il faut caster alors les données de notre document en observable de notre projet. Et là maintenant, on a la liste des projets qu'on peut alors afficher sur le template. Alors, pour commencer à implémenter les UI ici, ceci, ça sera un card. Alors, pour implémenter un card, il faut injecter math card module. Donc, ce module ici. Et là, j'aurai le conteneur principal, et donc je vais faire main. J'aurai main, et dans main, je vais déclarer une variable. Je vais faire let user pour avoir les données de l'utilisateur couramment connecté, y affecter la valeur de mon observable. Donc ici, ma variable est ici. Donc, je vais ajouter signe $, et puisque c'est un observable, donc je vais mettre ici pipe async pour me lier à mon observable et importer ici async pipe. Et ça, c'est async. Donc ici, avec async, ça me permet de me souscrire à mon observable user. Et ce qu'il faut noter est que sur la partie ici TypeScript, il faut utiliser la méthode de subscribe pour se souscrire à un observable. Mais sur la
partie template, il faut utiliser les pipes async. Et c'est les pipes async qui fait le boulot de vous abonner et de vous désabonner à un observable quand le composant sera détruit. Et là, maintenant, vous pouvez voir cette variable ici dans les templates, c'est du type use ou nil. Et de même que c'est du même type ici sur la partie template. Alors poursuivons, implémentons ici alors notre boucle for pour parcourir la liste ici de nos projets. Donc on va faire alors pour chaque projet, donc on va faire pour chaque projet se trouvant dans notre liste de projets. Donc on va prendre cet observable, on va le mettre ici puisque c'est un observable. Pour nous lier à un observable sur la partie template, on aura besoin ici d'async. Donc pour chaque projet dans notre liste, on va alors implémenter un card. Donc, on aura un card pour chaque projet. Donc, une carte si vous le voulez en français. Et pour chaque card ici, on va implémenter l'entête de notre card avec le titre de notre projet, et les math subtitle va contenir la description de notre projet. Et ici, les subtitles, on va afficher ici un span avec la classe Truncate pour délimiter les débordements ici de notre description. Et après ça, après donc les maths card header, je vais ajouter ici la balise BR juste pour le retour à la ligne avant d'afficher ici les diviseurs, cette ligne ici. Donc là, on aura ici les maths d'Ivada. Je vais importer ici maths d'Ivada module pour juste la ligne qui nous sépare alors des maths card content pour le contenu de notre card. Donc là, oups, je vais... VS Code, pourquoi tu m'as fait ça? Donc, je vais mettre ici ma card content. Et dans cette section ici, c'est là où on va afficher la date à laquelle ce projet a été créé. Et ici, Firestore nous donne la date en type timestamp, d'où il doit falloir convertir cette date au format compréhensible pour l'afficher à l'utilisateur. Et pour ça, je vais implémenter cette fonction ici sur notre service Firestore. Alors, notre fonction ici, format de timestamp, va prendre ici la date au format timestamp de Firestore. Et on va vérifier si cet objet timestamp, on y trouve la propriété sequence. Et si on y trouve la propriété sequence, on va les convertir en date. Et dans le cas contraire, on va prendre la date actuelle de l'appareil de l'utilisateur, car il arrive des fois où le timestamp peut être nul avant que Firestore ne nous le retourne. Alors, on peut utiliser notre fonction ici sur la partie template. Et donc là, on va mettre cette fonction ici, format.date, qui va prendre alors les timestamps et faire appel à notre fonction qu'on vient de déclarer ici sur Firestore. Maintenant, sur les templates, on peut faire appel à cette fonction. On passe en paramètre cette date. Et pour les formater, on va importer ici les pipes date pipe et donner les paramètres ici full date pour être à mesure d'afficher ici les longs formats de la date. Et après cela, je vais ajouter les blocs empty. Si notre liste est vide, on va afficher les messages avec NH3. Donc là, on va dire oups, aucun projet à afficher. Commencer par ajouter un projet ou être ajouté comme collaborateur dans un projet. Et là, si on a enregistré les modifications, on doit être capable d'afficher ici la liste des projets. Oups, aucun projet à afficher. Là, je vais inspecter l'élément. Je crois qu'on a une erreur. Ici, sur la partie console, on peut remarquer qu'il y a ici Firebase Error qui nous dit que la requête qu'on effectue implique ici, cette requête ici implique plusieurs index. Alors, pour créer ces index, il faut cliquer ici sur ce lien et va rediriger sur Firestore où on va avoir ici la préconfiguration. Nous n'avons qu'à enregistrer ici pour la création de ces index et ça va prendre quelques temps. Il faut être patient. Donc, pour moi, c'est fait déjà. Et quand le statut changera de building à enabled, revenez à notre application et réactualisez la page. Et là, vous voyez, on a été capable de récupérer alors les données de notre projet. Ce qui reste, c'est rien que la mise en page. Donc, je vais ajouter ici la stylisation pour la balise main ici, qui est le conteneur de notre liste. Alors, les éléments de notre liste pour ces math cards ici, je vais donner une largeur
je vais ajouter ceci pour l'apparence outline et pour la largeur de 400 pixels et pour que les curseurs soient pointillés lorsque je vais survoler sur les cartes. Et là, si j'ai enregistré les modifications, on va être à mesure de voir notre carte ici. Alors, délimitons les débordements de notre description. Je vais ajouter cette classe ici, Trinket. Ici, c'est la partie de stylisation globale. Et là, on va appliquer des délimitations juste à des lignes. Donc, quand j'enregistre, vous allez voir la description va se limiter à des lignes. Nous voulons que ça puisse être pour 4 lignes. Alors, on doit retourner sur notre liste de projets et implémenter la modification de notre classe ici, Trinket. Et là, je vais indater aussi les éléments de cette classe. Et si on a enregistré alors les modifications, revenons sur notre application. Et là, on a réussi à implémenter ici les UI de notre projet. Il ne reste qu'à implémenter ici ces badges. Et pour ces badges ici, on a utilisé les composants appelés badge. Donc, badge ici. Et là, on a ici cette illustration. Nous, on va partir récupérer seulement l'import et copier ça, venir coller ça ici. Alors, pour implémenter ces badges, là, je vais d'abord mettre ça à la ligne et ajouter ce commentaire pour espacer ces deux lignes. Alors, remarquez ici que notre badge est placé avant même l'entête de notre carte. Donc, il est placé avant l'entête de notre carte. Donc, avant ici les marques header, on peut maintenant implémenter notre badge. Notre badge a été implémenté sur l'élément div avec align end pour juste l'afficher à l'extrémité. Et ici, ce style, c'est juste pour les positionnements. Alors ici, la propriété mat badge, on devrait d'abord renseigner ici mat badge module dans l'arrêt des imports. Et là, on peut afficher ces badges ici avec une condition si le user ID du projet est la même que les ID de l'utilisateur couramment connecté, donc il est propriétaire de ce projet. Dans le cas contraire, il sera contributeur. Et après cela, par cette ligne ici, on va appliquer la couleur verte à notre badge par la classe ici green badge si le projet appartient à l'utilisateur couramment connecté, et sinon on appliquera la couleur rouge s'il est contributeur. Pour vous les montrer, je vais retirer cette ligne ici et je vais enregistrer les modifications. Et dans notre application, vous allez voir la couleur de notre badge ici sera en rouge. Nous voulons que pour les propriétaires que ça soit en vert et pour les contributeurs que ce soit en rouge. Et pour ça, je vais remettre ici notre classe. Je vais aller ici sur la stylisation globale. Là, je vais définir ici la classe green badge. Et là, je peux prendre le composant badge par override. Ici, je peux changer alors la couleur du background. Alors, quand on a nos classes ici définies, je peux enregistrer les modifications. Et là, sur notre application, on a la couleur verte, mais la couleur est très sombre. Pour appliquer une couleur claire pour les thèmes sombres, je vais aller là où on a appliqué ici les dark themes. Et là, je vais coller ici ma classe. Je vais ajouter ici la collade. Alors, ma classe ici, green badge, va appliquer une couleur sombre si on est sur le mode clair et va appliquer une couleur verte et claire si on est sur les dark themes, sur les thèmes sombres. Donc, je vais enregistrer et là, vous voyez ici, c'est un peu clair. Alors, quand je cliquerai ici ces cartes ici avant de naviguer sur la page de détails pour ce projet, je vais ajouter une animation pour indiquer à l'utilisateur qu'on a cliqué ici sur un carte. Et pour ajouter cette animation, on va revenir sur notre composant Project List. Et ici, on va utiliser un composant de matériel qu'on appelle Ripples. Donc, je vais aller sur la partie API et importer ou copier cet import ici. Je vais justement copier ça ici et on va venir sur notre carte, ajouter alors l'attribut Math Ripple. Ici, Math justement Ripple. Et quand on va enregistrer, quand on cliquera ici sur notre carte ici, oups, rien ne se passe. Peut-être qu'on a oublié de renseigner ici Math Ripple module sur l'arrêt des imports. On enregistre, on attend que ça charge. Et là, si on cliquait sur notre carte, vous voyez cette animation. Donc, pour question de bonne pratique, c'est mieux de l'ajouter.
Alors, importons les routeurs link. Donc, je vais injecter ici routeur link pour qu'on soit à mesure lorsqu'on va cliquer sur notre carte de naviguer vers la page des projets, des détails des projets. Donc, je vais prendre ici la route ici project. Je vais venir coller ça ici et me lier par propriété pour renseigner le nom ici de ma route, c'est project. Sur quoi en paramètre, alors on va passer l'idée du projet, de quoi on veut visualiser son détail. Là, ici, il faut qu'on concaténer avec ici le signe plus. Donc, avec ceci, quand on va enregistrer, on va être à mesure alors de naviguer vers la page de détails des projets. Et là, on peut afficher les titres du projet et soit modifier ou supprimer ces projets. Alors, lors de la navigation sur la page détail de ce projet, on a passé en paramètre ici l'idée du projet. Donc, l'idée qu'on a passé en paramètre, c'est le même idée de ce document ici. Alors, pour être capable de récupérer ces documents pour venir afficher ça ici, je vais venir ici sur le service Firestore, implémenter cette fonction ici, getDocData, qui va passer en paramètre les noms de la collection sur quoi on veut récupérer ces documents. Et en second paramètre, on aura ici l'idée du document à récupérer et on va importer ici la fonction docData. Et cette fonction va nous retourner alors les données du document qu'on passe en paramètre. Et alors, pour utiliser cette fonction, on va revenir sur notre composant ici project. Et là, je vais définir ici mes variables. Là, la première variable, c'est récupérer d'abord l'idée qu'on a passé en paramètre. Laisse-moi importer d'abord tout ceci. Et là, ici, les timestamps ne doivent pas être importés depuis RxJS. Ça doit être importé depuis Angular Firestore. Et ajoutons aussi ces services ici. Le service title va nous aider à mettre le titre du projet sur notre onglet. Et là, on a les services Firestore et les services d'authentification. Donc, je vais importer tout ceci et injecter ici les données de l'utilisateur couramment connecté. Et pour me souscrire au projet et récupérer les données du projet depuis Firestore, je dois implémenter la méthode ici onInit et onDestroy. Et là, je vais venir ici implémenter il faut d'abord importer ici tout ceci. Et là, je peux venir implémenter la méthode onInit et la méthode ici onDestroy. Alors, quand notre composant va s'initialiser, on va se souscrire notre souscription ici au projet. On va aller récupérer depuis la collection ici de nos projets. Donc, depuis cette collection ici, alors on va aller dans Firebase depuis la collection projet et récupérer les documents avec l'idée qu'on a renseigné ici, l'idée qu'on a récupérée depuis le paramètre de notre route qu'on va passer en second paramètre pour récupérer alors les projets. Et quand on aura ces projets, on va les caster en type project et après quoi on peut mettre alors les titres de ces projets sur l'onglet et après quoi on va prendre notre souscription ici et quand le composant va se détruire, on va se désabonner sur notre souscription. Alors, parce qu'on a déjà les données de notre projet, on peut aller sur la partie template et implémenter alors les toolbars, la barre de menu. Et là, je vais venir importer Math Toolbar Module. Je vais importer aussi Math Button. Donc, pour les boutons, je vais importer aussi Math Button Module. Et je vais importer aussi Math Icon Module pour les icônes. Et là, on a aussi Async Pipe. Donc, je vais aussi importer Async Pipe. Alors, ici pour notre Math Toolbar, dans notre Math Toolbar, on a ici ces containers à gauche qui comprend ici ces boutons avec l'icône de navigation retour. Donc, cette icône ici. Et on a ici les titres du projet qu'on affiche avec ces HD. Donc ici, c'est la partie à gauche et pour la partie à droite, on a ici ces containers, donc les write containers qui d'abord, on prend les données ici de l'utilisateur couramment connecté et par la condition, on vérifie si l'utilisateur couramment connecté est le propriétaire du projet pour afficher les boutons de suppression et les boutons de modification.
Alors ici, c'est les boutons pour la modification. On a ici les Math Tooltip pour info build. Alors pour les infos build, on doit aussi importer Math Tooltip module. OK. Et alors pour implémenter cette méthode, je vais cliquer sur Add All Missing Members pour implémenter la fonction onEdit et onDelete. Alors pour nos deux fonctions ici, je vais les couper par ici et venir juste les implémenter ici. Donc ici l'argument ça sera juste P pour projet et ici on va passer ici l'idée du projet pour être à mesure de supprimer les projets. Alors, on va y revenir. Donc, je vais d'abord tout enregistrer pour voir ce que j'ai implémenté. On va revenir sur notre application. Oups, c'est comme si quelque chose ne va pas. Donc, là, je vais inspecter d'abord inspecter l'élément pour aller sur la partie console, voir l'erreur. J'ai cette erreur ici qui me dit qu'on ne peut pas lire ici en divan d'ici la propriété title. Et là, je ne peux pas même faire la navigation retour. Là, j'ai implémenté le router link. Peut-être que je n'ai pas importé ça. Donc là, je vais importer d'abord ici router link. Regardez, pour faire la navigation retour ici, ça marche. Quand on navigue ici, on a la même erreur. Cette erreur, c'est parce qu'on ne parvient pas à récupérer l'idée qu'on a passée ici en paramètres parce qu'on utilise la fonction input pour récupérer ici les paramètres de cette route alors qu'on n'a pas précisé ici sur la partie configuration de nos routes qu'on peut récupérer les paramètres de notre route avec la fonction input binding. Et là, je vais profiter pour ajouter aussi la fonction viewTransition pour ajouter la transition et aussi ajouter cette fonction ici with preloading pour nous charger ici. Laisse-moi d'abord importer pour nous charger tous les modules nécessaires lors du chargement de nos routes. Donc, avec ceci, je crois maintenant tout va marcher bien. Donc là, vous voyez, on a réussi à récupérer les titres de notre projet. Ce qui ne reste qu'à faire la mise en forme. Donc, je vais coller ici ces stylisations ici. Donc là, maintenant, on a bel et bien implémenté les UI de notre toolbar. Donc, après notre toolbar, on a ces diviseurs. On doit importer alors ces diviseurs ici avec Math Divide Module. Donc, après ces diviseurs ici, on aura notre balise main. Donc, je vais mettre ici la balise main pour ainsi afficher les détails, la description du projet et la date à laquelle ce projet a été ajouté. Pour cette fonction ici, format.date, on a utilisé cette fonction ici sur Project List. Donc, je vais venir récupérer cette fonction et l'amener justement ici. Donc, coller ça ici. Quoi d'autre à importer? Ici, on va importer aussi les date pipe. Donc, je vais importer date pipe. Donc, date pipe. Alors, ces paragraphes ici, c'est pour afficher la description de notre projet. Et ces paragraphes ici avec Align End, c'est pour afficher ici aux extrémités la date à laquelle ce projet a été ajouté. Et pour la date de la modification, on va vérifier si le projet a été modifié. Et si le projet a été modifié, on va alors afficher ici cette étiquette ici modifiée et puis on va concaténer alors la date déjà formatée, la date à laquelle ce projet a été modifié. Et si le projet n'a pas été modifié, alors on va seulement retourner un string vide. Là maintenant, cette condition ne peut pas passer parce que la date de modification existe ici et la date de la création de ce projet existe. Et ces deux dates ici sont pareilles, donc c'est la même date. Et ici, cette condition ici ne va pas marcher parce que si on a enregistré ici, on va visualiser et la date à laquelle ce projet a été ajouté et la date à laquelle ce projet a été modifié alors que ce projet n'a pas encore été modifié. Là, je vais ajouter ici cette stylisation juste pour la mise en forme. Et là, c'est bon pour la description de notre projet, mais pour ici, la date de modification,
on peut venir et dire ici, afficher cette date si la date de modification n'est pas égale. Donc, je vais dire si cette date n'est pas égale ou n'est pas la même date à la date ici, à la date de la création. Donc, je vais enregistrer. C'est toujours visible. Ou on peut dire... On peut vérifier ou dire si afficher ici cette date, si la date alors de la modification est supérieure à la date de la création. Là, je vais ajouter ici des points d'exclamation pour dire que ces variables doivent être non nulles. Et là, je crois que cette condition va passer. Waouh, vous voyez là, on a affiché que la date ajoutée et on va afficher seulement la date de la modification lorsque ce projet sera modifié. Alors, pour modifier ce projet, je vais utiliser les mêmes fonctionnalités, ce qu'on a utilisé ici pour ajouter un nouveau projet. On va utiliser même cette boîte de dialogue pour modifier les projets. Donc, je vais prendre cette fonction ici et revenir sur mon composant ici, project, sur la fonction ici, on edit, et je vais la coller justement ici. Je vais injecter les services dialogue pour la boîte de dialogue. Là, c'est math dialogue. OK. Et alors, là, je vais importer ici ce composant, cette project. Et à l'ouverture de cette boîte de dialogue, je vais passer les données du projet que je vais modifier. Donc, c'est project ici. Donc, puisqu'on a déjà passé les données du projet qu'on veut modifier, je vais aller ici sur les composants set project, récupérer les données qu'on a passées quand on a ouvert ici cette boîte de dialogue. Et les données ici, c'est les données de notre projet qu'on a à modifier. Donc, on va les typer avec les types de notre projet. Et là, on va importer ici les math dialogue data parce que ces données, on les récupère à l'ouverture de la boîte de dialogue. Et là, je vais implémenter ici la méthode onInit. OK. Implémenter ici la fonction onInit. Et cette fonction ici, on va vérifier ici si le projet n'est pas undefined. Et si le projet n'est pas undefined, donc c'est l'opération ici de modification. Donc, on va réinitialiser notre formulaire avec les données du projet qu'on a passé. Et après quoi, je vais retirer les contrôles de formulaire pour contributeurs à l'index 0. Et parcourir mon tableau de contributeurs et récupérer email pour chaque contributeur et venir initialiser alors les contrôleurs avec l'email existant. Et là, on sera capable d'initialiser notre formulaire avec les données de ce projet. Donc, je vais enregistrer les modifications. Je vais aller ici sur les détails du projet et cliquer pour modifier ce projet. Là, vous pouvez voir qu'on a initialisé ici ce formulaire avec les données de ce projet. Là, je peux modifier ici cette description. Et je modifie ici les titres de ce projet. Alors, pour sauvegarder les modifications pour ces projets ici. Alors, commençons par modifier les titres de notre boîte de dialogue et du nouveau projet par modifier ces projets. Alors, on va aller ici sur l'entête de notre boîte de dialogue et là, on va remplacer ici ces HD et on va regarder si le project n'est pas undefined. S'il n'est pas undefined, on va afficher les titres et modifier ces projets. Et si c'est undefined, on va dire nouveau projet. Alors, quand on va soumettre alors les formulaires, la première des choses qu'on va faire, c'est de faire en sorte de ne pas générer un nouvel ID pour l'opération de modification. Donc, on regardera si le projet n'est pas undefined. On utilise les mêmes ID de ces projets. Donc, on prend les mêmes ID qu'on a passé ici en paramètres pour modifier ces projets. Mais si le project est undefined, alors ça sera l'opération d'ajout. Alors, on va recréer un nouvel ID pour ce projet. Pour la date à laquelle ce projet a été créé, on va regarder si le project ici n'est pas undefined, d'où on va réutiliser la date créée. Mais si c'est undefined, on va donner une nouvelle date. Alors, pour la date de modification, on va toujours donner une nouvelle date à chaque opération.
Et ici, après cela, on va enregistrer ces projets. On utilisera cette même fonction. Mais les messages ici, je vais mettre, si les project n'est pas undefined, on va dire que l'opération, ce projet a été modifié avec succès. Mais dans le cas contraire, ça sera projet créé avec succès. Alors là, je peux enregistrer les modifications. Et je vais partir modifier ces projets. Je vais retirer ceci pour les titres et modifier aussi la description. Et là, je vais enregistrer les modifications. Et là, on a le projet a été modifié avec succès. On peut voir ici la description et les titres modifiés et même la date ici de la modification. Alors, pour supprimer ces projets, je vais revenir sur mon service à Firestore. Je dois implémenter une autre fonction. Après cette fonction ici, je vais coller cette fonction ici. Il faut importer ici la fonction delete doc. Donc, notre fonction ici delete data va prendre la collection de là où on va supprimer ici notre projet et l'idée du document qu'on va supprimer. Et alors, on va retourner ici la fonction delete data qui prend en paramètre la référence du document à supprimer. Et là, pour la partie component ici, on delete data. Je vais d'abord ici, c'est Project ID, donc l'idée du projet. Donc, on va faire ici appel à notre fonction qu'on vient d'implémenter. On passe en premier paramètre la collection, là où on va trouver les documents à supprimer. Et là, en second paramètre, on prend l'idée du projet comme l'idée du document à supprimer. Après quoi, on affiche les messages ici, projet supprimé avec succès. Là, je vais importer ici le snack bar. Donc, je dois injecter les services snack bar. Ça nous vient depuis, mat snack bar, comme ça. Et avec ça, on sera capable de supprimer alors ce projet. Là, on enregistre les modifications. Et si on clique ici sur ces boutons ici, le projet a été supprimé avec succès. J'ai été capable de me rediriger sur la page après la suppression du projet parce que ici sur les boutons de suppression, il y a ici le router link et il y a aussi l'action pour supprimer le projet. Le router link nous renvoie vers la page d'accueil. Alors, c'est pourquoi je me suis redirigé sur la page accueil après la suppression. Là, je vais ajouter un nouveau projet. Je vais dire ici devenir Miss Academia. Et je vais ajouter cette description ici et ajouter un contributeur. Et là, notre projet a été ajouté avec succès. Je peux ajouter un autre. Mais ça sera bon d'ajouter un nouveau projet, d'être ajouté comme contributeur. Donc, je vais ouvrir un autre profil Chrome. Et là, je vais prendre ici les liens de notre application. Donc, je vais copier ici les liens de notre application et coller ça ici pour me connecter comme un autre utilisateur. Ok, là, je vais me connecter avec un compte Google. Ok. Et je vais sélectionner ce compte et ajouter ici, continuer. Je suis bel et bien connecté. Je suis encore nouveau. Je n'ai pas de projet. Je vais ajouter un nouveau projet comme le projet de développement d'une application mobile de fitness. Je vais ajouter cette description ici et ajouter maintenant l'utilisateur connecté ici comme contributeur pour ce nouveau projet. Donc, j'ajoute ici son email. OK. Et là, quand je vais ajouter ici ces projets, je serai propriétaire de ces projets, mais lui, il sera contributeur parce que je lui ai ajouté comme contributeur pour ces projets. Alors, remarquez aussi une autre chose dans notre application, que notre application ne fonctionne s'il y a la connexion Internet. Si j'essaie de couper ici la connexion Internet et que j'actualise la page pour notre application, on ne sera pas capable ni de visualiser les projets, ni de travailler sur les projets. Et pour faire en sorte que notre application puisse travailler même hors ligne, je vais partir sur les fichiers de configuration, changer quelques configurations ici de Firestore. Alors ici, au lieu de cette fonction Get Firestore, je vais remplacer cette fonction avec celle-ci. Et là, je vais tout importer ici. Alors ici, on va faire l'initialisation de Firestore. On appelle ici la fonction Get App. Et puis là, on
précise alors des configurations ici des local cache pour faire la préexistence des données même en offline. Alors cette fonction, vous pouvez même la trouver ici sur notre fichier de configuration depuis notre code base. Une fois implémenté, alors ici, on va revenir sur notre application, réactiver la connexion Internet pour télécharger d'abord les données qui puissent être cachées dans la base de données locale de notre navigateur. On va actualiser ici et puis attendre que ça charge. Là, on a récupéré ces données ici. Vous voyez, les données ici persistent. On peut même désactiver ici la connexion. OK, on nous déconnecte, même si on actualise la page, on aura toujours les données ici même en mode hors connexion. Alors, remarquez une autre chose, que les dates dans notre application sont affichées en anglais alors que notre application est en français. Alors, pour fixer cela, on va revenir sur notre fichier de configuration et là, je vais ajouter ici cette configuration pour définir le local ID et dire que notre application ici sera en français. Et pour ça, je vais aussi ajouter quelques configurations pour enregistrer alors la langue locale comme français. Et là, si j'enregistre, regardez, la langue est devenue en français et toutes les langues ici sont affichées en français. Une autre chose, avez-vous remarqué cette marge qui se crée des fois dans notre application entre ici notre barre de navigation? Donc pour ce faire, on va revenir ici sur là où on a implémenté les side nav et je vais ajouter la propriété ici auto size. OK, seulement ceci. Et là, je vais venir ici retirer. On n'a pas besoin de ces flex. Et vu qu'on ne reste qu'avec une seule ligne de stylisation, je vais récupérer cela et retirer tout ceci. Et là, je vais justement implémenter ici style. Et je vais coller ici cette ligne. Et là, je vais enregistrer tout. Et plus jamais, on aura ici ces gaps là, les gaps qui s'est créé. Donc, ça ne va plus se reproduire. Vous voyez, il n'y a plus ces gaps. Aussi, une chose, remarquez que ici, si on est contributeur, on a l'accès limité. On ne peut pas modifier ou supprimer un projet. Mais là, on est contributeur, on peut soit modifier ces projets ou soit supprimer ces projets. Alors, chers développeurs, je crois que ça sera tout pour cet épisode. On a bien réussi à ajouter ici des projets, modifier des projets. Donc, ici, on travaille sur la gestion des projets, faire les CRUD de ces projets. On a terminé ici cette tâche. Alors, la tâche suivante, ça sera ici faire la gestion des tâches, ajouter ici cette partie ici Kanban, ajouter des tâches. Et alors, on va se trouver prochainement pour implémenter alors notre tableau Kanban et notre tableau à 3 colonnes sur cet espace ici. Du reste, portez-vous bien et au prochain épisode.